Et donc, l'autre thème du jour, c'est le thème de l'eau. Et c'est Arnaud Bishop qui est venu nous en parler la semaine dernière dans Smart Bourse, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management. Comment, en tant qu'investisseur, regarde-t-il le thème de l'eau? L'eau qui est une ressource unique, différente des autres, puisqu'elle fait partie du patrimoine mondial, selon la déclaration de 2010 des Nations Unies. Arnaud Bishop, donc, sur le thème de l'eau. 2010, c'est effectivement une déclaration faite par l'ONU pour juste reposer un peu le schéma, j'ai envie de dire, et pour éviter d'éventuelles dérives. Donc c'est un droit de l'homme d'avoir accès à une eau de qualité décente et d'avoir aussi un système d'assainissement qui va préserver la santé. Comment est-ce que ça se traduit pour vous en termes d'investissement et en termes de thématiques d'investissement justement autour de l'eau, en prenant en compte le fait que c'est pas une ressource comme les autres, Arnaud? Alors effectivement, quand on parle de fonds eau, parfois on peut se dire ah oui, c'est une bonne idée d'aller capter finalement des ressources et puis de spéculer dessus. Non, éthiquement, on se l'interdit. Il y a peu ou pas de fonds aujourd'hui qui ont cette approche, pour rassurer tout le monde. Et concrètement, ça veut dire quoi? Investir dans l'eau, en final, ça veut dire investir dans l'ensemble des services et des technologies qui vont permettre de garantir, de rendre possible cet accès à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on est à Paris, vous pouvez aller dans la Seine chercher de l'eau pour vous laver, pour la boire, ça va être pas un résultat incroyable. Ne le faites pas trop. Donc ça, c'est gratuit. Ce qui est payant, et donc le service qui se développe autour de l'eau, c'est le fait de l'amener chez vous, de la mettre à la qualité dont vous avez besoin, soit effectivement pour vous laver, pour arroser vos plantes, ou pour boire et cuisiner. Sachant que les besoins vont être croissants, mais là aussi, je pense qu'il faut juste donner un peu de perspective. C'est-à-dire que l'eau est une ressource qui est très corrélée finalement à la croissance économique, enfin même à l'activité humaine au sens large, qu'elle soit économique ou non économique. Donc de ce point de vue-là, chez Thematics, on cherche les méga tendances. Vous dites, il y a une tendance structurelle de croissance des besoins en eau pour la planète. Effectivement, alors vous parlez de croissance liée à l'économie, donc on le constate quand vous développez des médicaments, quand vous développez des vaccins ou quand vous développez des semi-conducteurs pour aller dans le sens de cette digitalisation de nos économies, quand on parle du métaverse. Il faut de l'eau, mais pas seulement, c'est pas juste sur ces aspects économiques. La démographie est un vecteur encore plus important, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur la planète, non seulement parce qu'on consomme tous de l'eau au jour le jour, et qu'on va consommer ces biens dont je viens de parler, mais aussi et surtout parce que notre alimentation devient de plus en plus intensive dans l'eau contenue de ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, parce que quand vous consommez du bœuf, vous n'allez pas consommer réellement de l'eau, mais ce bœuf aura consommé énormément d'eau avant de finir dans votre assiette. Bien sûr. Comment est-ce qu'on gère ces questions justement quand on est focalisé sur la partie eau? Parce que le but de ce thème, enfin de cette stratégie Thematics Water, c'est de se focaliser sur la partie eau. Donc on peut regarder effectivement les activités liées, l'alimentation, l'agroalimentation, l'élevage, etc. Mais sur la partie eau, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous en termes d'investissement, Arnaud? Alors effectivement, donc nous, vraiment la façon dont on va schématiser en quelque sorte notre cas d'investissement. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant? Vous parliez de méga tendance, c'est qu'il y a effectivement un accroissement de la demande avec ces drivers dont je parlais liés à la démographie et à l'économie, et qu'en face de ça, on a une ressource qui est limitée. Donc la façon dont on appréhende l'opportunité d'investissement, elle est en fait assez simple sur cette base. Premièrement, on regarde les sociétés qui vont fournir ces fameux services ou technologies qui vont permettre d'infléchir éventuellement cette augmentation de la demande. Ça veut dire des technologies qui vont permettre d'être plus efficaces quand vous produisez l'alimentation, quand vous, particulier, chez vous, vous allez utiliser une douche. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui réduisent la consommation d'eau
en essayant de garder quand même le même bien-être. Donc c'est des systèmes de réduction de la pression qui vont faire que vos douches consomment moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle lié à l'efficacité de la demande. Bien sûr. Deuxième partie de l'équation, de notre point de vue, c'est protéger la ressource qui est là. Hein. On a quand même beaucoup d'eau sur la planète, mais cette eau, elle est quand même sous pression. Et puis on a tendance à se concentrer, l'humanité, on est de plus en plus dans des villes, et donc à mettre la pression sur cette ressource locale, parce que l'eau ne voyage pas bien. Ça coûte très très cher de faire bouger de l'eau d'un endroit à l'autre. Donc concrètement, il faut protéger ce qui est disponible sur place. Et donc là, on a effectivement un deuxième volet, je dirais, d'opportunités d'investissement, ces fameuses sociétés sur le contrôle de la pollution. Alors ça peut être des équipements pour mesurer cette pollution. Oui, c'est ça. Avant même de contrôler, il faut déjà mesurer, diagnostiquer, c'est Exactement. ça cette pollution, Arnaud. On ne peut pas traiter quelque chose qu'on ne connaît pas, effectivement, donc il faut d'abord le mesurer. Et on a une société comme Eurofins, qui est une société française, l'un des leaders dans le domaine en termes d'analyse de l'eau dans ces laboratoires. Et donc ce sont le genre de sociétés dans lesquelles on peut investir. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait 8 paramètres qui permettaient de définir aux États-Unis la qualité requise pour une eau potable. Aujourd'hui, on est au-delà de 80. Donc on parlait de tendance structurelle. Vous voyez que pour une société comme Eurofins ou une société comme Thermo Fisher, qu'on a aussi 10 fois en plus de portefeuille, tests, enfin 10 fois plus d'items à tester. Voilà, il faut fournir plus de services, et ça, c'est vraiment l'opportunité de la croissance. C'est pas finalement le volume d'eau qui va être vendu, mais c'est vraiment les contrôles qui vont être effectués. Et puis dernier point, si je peux terminer sur cette opportunité d'investissement et comment on l'appréhende de notre point de vue chez Thematics. On a parlé d'une efficience de la demande, on a parlé d'un contrôle et d'une protection de la ressource disponible. Malheureusement, bien souvent, ça ne suffit pas parce que nos villes, comme je le mentionnais, sont aussi en croissance et on a une concentration. Donc, il faut finalement mettre en relation cette offre et cette demande. Et pour ça, on peut construire des infrastructures. Donc ça va être le dernier axe de notre approche, à savoir des sociétés telles que Veolia qui vont être impliquées à la fois dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux d'assainissement, d'usines de traitement des eaux usées, de recyclage de ces eaux usées ou d'usines de dessalement dans certaines géographies. Quand on parle infrastructure, donc je comprends Veolia, c'est quelque chose d'existant en termes d'infrastructure, mais est-ce que ça va plus loin que ça encore ? Est-ce qu'on peut presque faire le lien avec ce qu'on appelle les smart cities, ou la ville intelligente, ou est-ce que même dans la conception de l'urbanisation, il y a des sujets d'investissement intéressants ? Parce que infrastructure, c'est du lourd, hein, ça draine quand même beaucoup d'argent, ça draine généralement de l'argent public également, donc c'est quand même une catégorie d'investissement particulière. Alors tout à fait. Alors les infrastructures dans le secteur de l'eau ont en plus la particularité d'avoir une durée de vie très longue, mais de coûter très cher. Hein. Concrètement, vous le voyez, quand on veut remplacer un réseau d'eau potable, bien souvent il faut faire une tranchée sur une route. Alors non seulement ça coûte cher, mais en plus ça embête tout le monde. Donc c'est des choses que les collectivités ont mis un certain temps à faire. Ils ont eu plutôt tendance à repousser les choses. Aux États-Unis, j'ai en tête des utilities, donc des sociétés de services aux collectivités qui exploitent des réseaux comme ça, qui avaient des taux de renouvellement il y a une vingtaine d'années aux alentours de 0,4% de leurs actifs. C'est-à-dire qu'en gros, elles renouvelaient leurs tuyaux tous les 250 ans. Alors c'est un peu long. Donc aujourd'hui, on assiste effectivement à un accroissement de ces investissements dans ces infrastructures, mais ça ne se limite pas à ça. C'est pas juste les réseaux, effectivement, parce qu'il y a une autre tendance forte auquel on est tous soumis aujourd'hui, et je pense qu'il y a de moins en moins d'interrogations sur son impact, c'est le changement climatique. Et le changement climatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que on va avoir des épisodes plus intenses en termes de sécheresse, de périodes sans eau. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources additionnelles pour pouvoir répondre aux besoins, tout autant, par exemple, pour irriguer les espaces verts ou les plantes agricoles.
mais aussi on va se retrouver avec des épisodes plus intenses en termes de tempêtes, d'inondations, avec en plus, avec l'urbanisation, des surfaces imperméables de plus en plus étendues. Donc effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter. On assiste par exemple à la conception... mais c'est un point, déjà, l'eau est un symptôme visible. Tous les symptômes ne sont pas visibles, mais là c'est un symptôme visible, parce que quand vous parlez de tempête, cyclone, etc., oui, c'est le cycle de l'eau un peu fort, quoi, mais c'est un peu accéléré, mais il y a cette idée. Oui, c'est un symptôme visible du dérèglement climatique. En fait, le changement climatique, hein, tout le monde en parle, et c'est clairement le CO2, ou en tout cas... ça peut être du méthane, ça peut être d'autres gaz à effet de serre, mais concrètement, on assimile tout à des tonnes de carbone qui vont dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on doit contrôler. Ouais. En revanche, l'impact que ça a, vous êtes dans la rue, vous respirez du CO2, ça n'a pas d'impact. Non, bien sûr. Revanche, au jour le jour, effectivement, c'est l'eau qui va impacter... Je dirais le premier symptôme qu'on aura effectivement du changement climatique se ressentira au niveau de la disponibilité ou de la surabondance d'eau. On parle par exemple en Inde aussi d'un changement, parce que là je l'ai centré un petit peu effectivement sur nos économies occidentales, mais dans certaines géographies ça peut être dramatique, bien comme l'Inde, où on observe des cycles sur la mousson qui vont être beaucoup plus intenses, donc avec des épisodes d'inondation comme on a pu le voir aussi sur la côte méditerranéenne, mais là-bas à très grande échelle, parce que toutes les précipitations d'une année vont tomber sur une période encore plus ramassée et sur des volumes journaliers encore plus importants. Donc concrètement, effectivement, un énorme enjeu, et face à ça, des besoins d'investir pour s'adapter, parce que on parle aujourd'hui de vouloir faire la transition pour réduire effectivement nos émissions de CO2, avec notamment l'accord de Paris sur le climat, qui a un objectif de réduire, de limiter à 1,5 voire 2 degrés. Non, mais ce changement va être, bien sûr, ce sera là. Donc il faut faire aussi ce qu'on appelle de l'adaptation. Et justement, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, et l'adaptation, ça passe par quoi, par exemple? Alors, ça peut passer, en Chine, ils ont un concept qui parle en général, c'est le concept des villes éponges. Donc le principe, c'est effectivement, parce que vous concentrez la population, que vous avez des surfaces imperméabilisées, c'est de construire des infrastructures sous ces surfaces pour aller récupérer l'eau quand il pleut fort, pour éviter d'avoir ces inondations dans les différents endroits, et pour éventuellement pouvoir réutiliser cette ressource. C'est ça, on a eu les immeubles antisismiques, non mais c'est ça, et on aura demain les immeubles éponges ou les villes éponges pour gérer sous les parcs, à Paris, sous le parc de Bercy, vous avez un grand bassin d'orage. Donc ça, c'est un exemple. En Chine, ils essayent de faire ça, mais à une échelle chinoise. Arnaud Bishop, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse ces derniers jours. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.